L'actualité des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes, c'est comme chaque semaine, une semaine dans le monde, tous les vendredis, avec à mes côtés aujourd'hui Ursula Gauthier, grand reporter au service étranger à l'Obs. Bonjour Ursula, merci d'être avec nous. Merci aussi à Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Également avec nous Jean-Dominique Merchet, journaliste défense à l'opinion et auteur du blog Secret Défense. Et puis Patrick Saint-Paul, rédacteur en chef du service international du Figaro. Merci à vous quatre d'avoir accepté de venir débattre. Alors cette semaine, Emmanuel Macron s'est donc rendu en Chine, une visite d'État d'un peu plus de 3 jours. C'est moins que la moyenne. Hein. Souvent, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des visites d'État assez longues. En Chine, Ursula Gauthier, vous étiez la correspondante de l'Obs en Chine jusqu'à votre expulsion. C'était début 2016, fin 2015, début 2016 exactement, le 31 décembre. On vous a reproché alors un article sur les attentats commis dans la province du Xinjiang. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui s'est passé à l'époque ? Bien, ce qui s'est passé, c'est que c'est un article qui était en fait tout à fait ordinaire, que je n'avais pas été la seule à écrire un article de ce type. Et pour une raison qui me reste encore aujourd'hui tout à fait mystérieuse, cet article a été tiré du lot et montré du doigt et conspué sur... D'abord par un média chinois proche du gouvernement qui s'appelle le Global Times. Oui. Et après, ça a été repris par tous les médias officiels chinois. Et il y a eu une espèce d'énorme campagne sur Internet, puis à la télévision, puis le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur le sujet. Ça a pris des proportions absolument folles. Vous remettiez en cause, en fait, l'amalgame qui était fait par les autorités entre les musulmans, enfin les attentats attribués aux musulmans ouïghours en Chine et les attentats qui venaient d'avoir lieu à l'époque à Paris le 13 novembre. Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'attentats qui sont commis au Xinjiang, mais c'est des attentats souvent sous le coup de la colère, parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui a été arrêté par la police, qui est mort dans des conditions peu claires, etc. Alors les gens s'échauffent et effectivement, il y a de la violence qui se produit. Il y a beaucoup de victimes. Dans la plupart du temps, ce sont des policiers qui sont arrêtés. Quelquefois, non. Quelquefois, c'est des civils. Hein. Il y a de la haine maintenant interethnique qui se développe au Xinjiang. Suite, moi, je pense que c'est la conséquence de la mainmise vraiment extrêmement lourde de Pékin sur sa façon de gérer ce problème ethnique. Et on m'a dit, vous défendez des terroristes. Or, c'est pas des terroristes. C'était tout le propos de mon article. Et alors là, sur le symbole, Emmanuel Macron a offert un cheval de la garde républicaine à Xi Jinping, mais il a choisi en revanche de ne pas faire un cheval de bataille de la question des libertés, comme le dit notre confrère du Monde à Pékin, Brice Pedroletti. Est-ce que c'est vrai, Patrick Saint-Paul ? Est-ce que ça vous choque, le fait que cette question-là n'ait pas été directement abordée par Emmanuel Macron, en tout cas pas lors de la conférence de presse devant les journalistes ? Je pense que c'est une question très délicate à aborder. La seule dirigeante occidentale qui l'aborde réellement, c'est Angela Merkel, qui, elle, utilise quelque chose qui est incontestable pour les Chinois, c'est qu'elle parle de son expérience personnelle. Et elle a tenu notamment un discours devant les jeunes à l'université de Fudan, qui est l'université d'élite de Shanghai, où elle a dit « Le plus beau jour de ma vie, c'est le jour de la chute du mur de Berlin, parce que ce jour-là, j'ai découvert la liberté. » Donc elle a osé parler de liberté aux étudiants chinois, mais le régime n'a eu rien à redire, évidemment, parce qu'elle parlait de son expérience à elle. Donc je pense que Emmanuel Macron peut parler des questions des droits de l'homme, mais il y a une façon de le faire. Il faut qu'il trouve une voie originale pour le faire. C'est vrai que c'est très compliqué lorsque on veut faire des affaires avec la Chine, de mettre sur le tapis la question des droits de l'homme, parce que les Chinois sont extrêmement susceptibles sur ces questions, et tout de suite le couperet tombe. On se souvient du prix Nobel de la paix qui a été attribué à Liu Xiaobo. La Suède a eu 6 ans de boycott total, de blackout avec les autorités chinoises. Il aurait fallu qu'Emmanuel Macron s'émeuve publiquement du sort de la veuve du dissident, justement, Liu Xiaobo, placée en résidence surveillée. C'est ce que réclamaient un certain nombre d'associations des droits de l'homme. Est-ce que ça aurait eu un effet positif ? Probablement pas. Les Chinois se seraient probablement braqués. Je ne pense pas que ça aurait servi beaucoup la cause de Liu Xia. C'est votre avis aussi, Ursula Gauthier ? Non, moi je pense quand même qu'il y a moyen. C'est-à-dire entre ne rien dire et dire des choses qui froissent et qui braquent, il y a sûrement une troisième voie. La preuve, comme tu disais, Angela Merkel. Donc il y a une façon de faire. Je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment cherché. C'est ça le problème. Et d'autre part, pour Liu Xia, la veuve de Liu Xiaobo, il y a vraiment moyen de faire quelque chose pour elle, et il n'y a rien de fait actuellement. Les Allemands, eux, font
plein d'efforts, mais ils sont un peu seuls. Et je pense que ça aurait été bien que Macron se joigne un peu à ces efforts. Jean-Dominique Merchet, on s'en souvient dans le cas de l'artiste Ai Weiwei, une lettre conjointe des 3 dirigeants français, allemands, anglais avait permis d'obtenir sa libération. Oui, mais la problématique a été très bien posée. Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est pas efficace? On va dire, je pense qu'aujourd'hui, les Chinois se moquent totalement des leçons que l'Occident peut leur donner. Ils n'ont pas besoin de ça. Enfin, ils n'ont plus besoin de l'Occident. Enfin, ils ont moins besoin de l'Occident que nous avons besoin des Chinois. Et c'est tout le sens du voyage de Macron en Chine, ces routes de la soie. On assiste quand même à un phénomène historique extraordinaire, c'est-à-dire à la réémergence d'une puissance économique, politique, militaire, diplomatique considérable. Et donc, il faut y être. Il faut prendre le train en marche. On ne peut pas laisser ce train partir, à l'image justement des routes de la soie. Le monde est en train de se transformer avec la Chine, par la Chine. Donc, évidemment, c'est quelque chose que aucun dirigeant du monde ne peut faire comme si ça n'existait pas. Donc, on peut effectivement aller à Pékin donner des leçons aux Chinois, des leçons de droits de l'homme. Les Chinois nous renverront assez vite à quelques responsabilités historiques en disant: écoutez, vous êtes gentils, mais vous avez été au 19e siècle les gens qui ont envahi la cité interdite, qui ont... Bref, on peut être dans cette rhétorique. Sur la question des droits de l'homme, pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'efficacité. Si on arrive à régler le problème des gens individuellement, je ne vous parle pas de la situation globale des droits de l'homme en Chine, parce que ça, personne ne peut rien faire. Mais sur des cas très particuliers, si on y arrive, les diplomates disent en général que ça marche mieux quand on n'en parle pas publiquement. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, manifestement, ce n'était pas la préoccupation numéro 1 d'Emmanuel Macron. Parce qu'il avait peur que ce ne soit pas efficace ou parce qu'il avait peur que ça desserve même les entreprises françaises présentes avec lui? Patrick Saint-Paul, il faut rappeler qu'il y a un ensemble de contrats, je ne vais pas tous les énumérer, qui ont été annoncés. Il y a ces 184 A320 d'Airbus, c'est très spectaculaire, commandé par une dizaine de compagnies aériennes chinoises. Et puis cet accord qui est un peu peut-être l'accord du sauvetage d'une certaine manière pour Areva, ce protocole d'accord en tout cas, puisque pour l'instant on en est là, une usine de retraitement de combustible nucléaire. Oui, alors c'est un mémorandum comme vous le signaliez. Je pense que Ursula, comme moi, toutes les années où j'étais correspondant à Pékin, tous les ans, à chaque fois qu'il y avait une visite présidentielle, on parlait de cet accord. Cet accord était toujours dans les tuyaux. Finalement, il n'a jamais vu le jour. Donc il faut être très prudent, je pense, sur cet accord en particulier. Après, c'est sûr que si on soulève les questions de droits de l'homme, ça pose un vrai problème pour faire des affaires avec les Chinois. Donc il faut le faire de façon... il faut pas c'est très important de ne pas démissionner sur ce sujet. C'est d'autant plus important que les routes de la soie sont un moyen de développer la puissance économique de la Chine. C'est aussi un moyen... Les routes de la soie antiques ont toujours été aussi des routes de circulation des idées. C'est aussi des routes pour faire circuler les idées chinoises, pour faire circuler un mode de gouvernance chinois qui est une sorte de contre-modèle à la démocratie libérale à l'occidentale. Et quand on voit les pays dans lesquels investit la Chine en Europe, que ce soit en Grèce pendant la crise financière, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit en Hongrie, c'est des pays qui ont une certaine fragilité financière, qui sont des pays où il y a une tentation autoritaire comme en Hongrie. Et je pense qu'il faut être très prudent et qu'on ne peut pas démissionner parce qu'il y a aussi notre modèle de démocratie qui se joue dans ces échanges. C'est une offensive, ces routes de la soie, une offensive contre nous, contre notre modèle occidental? Alors les routes de la soie, c'est d'abord pour faire des investissements ailleurs qu'en Chine, puisque la Chine est déjà totalement saturé d'infrastructures et tout. Il faut pour que l'économie chinoise puisse continuer à croître, il faut investir ailleurs, en dehors. Donc ça, c'est déjà ça. On exporte les surcapacités. Voilà. Mais deuxièmement, c'est aussi effectivement un moyen, un canal pour propager un modèle. Parce qu'il faut comprendre... La préoccupation principale du régime communiste en Chine, c'est pas nous, c'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est le peuple chinois. C'est sa préoccupation principale. Et donc, ce que le régime tente à faire, c'est à montrer que son modèle est reconnu, glorifié, accepté, mis en valeur par le monde extérieur. Et donc, quand M. Macron va dire les routes de la soie, c'est formidable, c'est quelque chose du futur, d'une certaine façon, il adoube le régime.
Il faut comprendre ça. Il le sait, ça, Emmanuel Macron, en y Mais allant. je me demande, c'est une question que je me pose Il maintenant. s'est quand même J'ai renseigné pas auprès d'un l'impression- certain nombre d'experts. Eh bien, On disait qu'Alice Ekman avait été reçue à l'Élysée dans les jours qui ont précédé. Oui, il y a aussi Marie Holtzmann Oui. qui a été, qui est donc une défense, quelqu'un qui défend les droits de l'homme Oui. en Chine, qui a pu parler avec des conseillers. Je crois qu'ils étaient sincères. Ils voulaient se renseigner, mais apparemment, c'est pas tout à fait ça. Et malheureusement, il a pris comme guide deux anciens premiers ministres, M. Raffarin et M. Fabius, qui sont totalement acquis à la Chine d'une certaine façon. Et donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire du commerce avec la Chine, on ne dit pas qu'il faut les isoler, c'est ridicule, c'est pas possible. Mais en même temps, il ne faut pas renoncer à défendre nos propres principes parce que eux cherchent à les renverser. Il faut comprendre cela. C'est vraiment leur but. Je dirais juste une chose. Monsieur Macron a parlé des instituts Confucius, qu'il a donné comme un grand exemple de collaboration entre la Chine et le monde extérieur et la France, et il veut développer les instituts Confucius. Les instituts Confucius sont des canaux d'influence du gouvernement chinois au sein de nos universités. Si c'est ça qu'on veut développer, il faut y réfléchir à deux fois. Jean-Dominique Merchet. Oui, sur les routes de la soie, ce que dit Emmanuel Macron, elles existent. Et elles existent. Mais il rajoute, et ça c'est intéressant, une route, ça marche dans les deux sens. Et donc il ne faut pas que la route soit à sens unique de la Chine vers nous. Alors on va l'écouter justement le dire, et vous allez reprendre juste derrière parce que ça illustre votre propos. On écoute Emmanuel Macron, il s'exprimait à ce moment-là, je crois, au moment de la vente des Airbus. Il y a des secteurs où l'investissement chinois est bienvenu, favorable, le luxe, le tourisme, parce qu'il permet aussi d'ouvrir encore plus rapidement des marchés nouveaux et qu'il a montré sa force. Je pense à l'investissement dans Club Med. Il y a ensuite des secteurs où on doit considérer les choses et où je pense qu'il nous faut regarder dans quels critères cette ouverture se fait. J'ai donné comme objectif que dans les 6 mois, nous puissions définir ces secteurs où on va pouvoir favoriser davantage l'investissement chinois, de la même façon que j'ai besoin d'avoir de la visibilité des secteurs sur lesquels l'accès au marché sera facilité pour les entreprises françaises. Voilà, ça doit marcher dans les deux sens, et il réaffirme au passage la vigilance sur la protection des secteurs dits stratégiques. Il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est le déficit commercial de la France par rapport à la Chine. C'est 30 milliards par an. C'est-à-dire, d'abord c'est le plus gros, l'Allemagne c'est 15 milliards de déficit pour la France. Donc l'essentiel de notre déficit commercial, en fait, il l'est avec la Chine. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre. On ne peut pas rester comme ça. Et donc Emmanuel Macron a raison d'aller faire un peu le représentant de commerce en Chine, en disant, attendez, on vous achète plein de choses, mais il faut aussi qu'on puisse vous en vendre. Donc quand on va vendre des choses en Chine, c'est plutôt une bonne chose pour la France aussi. Il est normal, comme les Chinois se préoccupent du peuple chinois, que le président français se préoccupe du peuple français. Oui. Ah, juste une image. Il y a maintenant un train qui part de Chine, un train avec des wagons qui part de Chine et qui vient jusque dans le Pas-de-Calais. Ils mettent 20 jours, c'est 2 fois moins que par la mer. Ce train, il va arriver en France 2 fois par semaine bientôt, avec des produits. Bref, ça existe, les routes de la soie. C'est plus quelque chose qui est un projet. Vous allez dans le Pas-de-Calais, vous voyez ce train arriver avec, la dernière fois, des chaussures de sport, des tenues de sport, bref, ça arrive. Donc, il ne faut pas que ce train reparte vide. Voilà, c'est ça la question. La question bête, c'est ça. Et Macron, on ne peut pas lui reprocher de faire le job, quoi. Patrick Saint-Paul. Oui, ce que disait Jean-Dominique, c'est que ce train repart à vide. Oui. Il vient pour exporter les marchandises, les surplus chinois. Et le train repart à vide. Et au-delà de l'image du train, il y a quand même la Chine qui était vue comme un Eldorado par les entreprises françaises pendant des années, en fait, n'ont récupéré que des miettes de ce marché chinois. Parce que la Chine, sa priorité, c'est de développer son tissu économique local, c'est de faire vivre ces grands groupes étatiques chinois et en fait, le marché s'est très peu ouvert pour les entreprises étrangères. C'est pas seulement les entreprises françaises. Les Allemands ont tiré plus parti de la situation parce que ils ont la chance d'avoir le secteur des machines à outils. Et comme les Chinois ont équipé leurs usines pendant des années, ça a été une grande partie du succès allemand. Ça a été ces entreprises. Ils ont aussi compris avant tout le monde qu'il fallait faire du premium pour les Chinois, notamment chez Audi où ils ont lancé ces modèles
c'est-à-dire des modèles plus longs faits pour les dirigeants chinois et qui a contribué à installer l'image d'Audi en Chine. Et donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de secteurs qui doivent être ouverts pour les entreprises étrangères, notamment françaises. Et là où la France a une chance, je pense, c'est dans le secteur des services où on a pas mal de choses à offrir à la Chine, notamment dans la silver economy où il y a un vrai savoir-faire français. Et où pour l'instant ça reste assez timide les investissements français. Et il y a aussi le secteur bancaire qui est le grand secteur dont on attend l'ouverture et qui pourrait profiter aux banques françaises et qui pour l'instant reste très timidement ouvert puisqu'on veut favoriser les banques d'État chinoises. Au final, ce voyage c'est un succès. Emmanuel Macron a annoncé qu'il comptait revenir en Chine tous les ans. C'est important ça. Alors, est-ce que c'est un succès? Mais même, moi, je mets en doute parce qu'à pendant que j'étais correspondante, il y a eu plusieurs visites présidentielles. On a vu passer Monsieur Sarkozy puis Monsieur Hollande souvent. Hein. Et à chaque fois, on nous disait oui, on a signé tant de contrats, c'est formidable. Après, on s'est rendu compte que c'était à peu près les mêmes contrats qui revenaient. Alors, j'ai pas l'impression que c'est tellement nouveau, si vous voulez. C'est pas. Alors, si c'est de ça qu'il s'enorgueillit aujourd'hui, à mon avis, c'est pas la bonne chose. Peut-être alors remettre les relations sur un pied, disons un peu plus apaisé entre la Chine et la France, pourquoi pas. Faire la promotion de l'Europe vis-à-vis de la Chine, qui s'en fiche un peu, pourquoi pas. Hein. Mais à partir de là, c'est-à-dire en échange de cela, abandonner ce qui est vraiment une défense vraiment très importante des libertés et des droits humains, et surtout laisser la Chine penser qu'elle va pouvoir faire cet entrisme dans nos institutions via des investissements, via aussi ce qu'ils appellent leur soft power, enfin des choses qu'ils veulent développer, ça c'est moins acceptable. Jean-Dominique Pour Marchais. dire les choses brutalement, je crois qu'au vu de Pékin, la France c'est pas un pays très important. Non. Voilà. Bon, que ça puisse choquer, froisser l'ego et le cocorico des Français, j'entends bien, y compris celui de notre président, mais je pense pas qu'on soit un pays important. Les pays importants pour la Chine, c'est les États-Unis, c'est la Russie pour des raisons politiques, c'est le Japon en face, c'est l'Inde, l'autre grande puissance d'Europe, et puis c'est les pays où elle peut faire des affaires. C'est l'Allemagne. Les échanges économiques sont 3 fois plus importants entre l'Allemagne et la Chine qu'entre la France et la Chine. 3 fois plus. Donc, et puis c'est tous ces pays africains, ces pays d'Amérique latine, c'est le Pérou, c'est le Mexique avec lesquels ils font énormément d'affaires. Mais la France, bon. Mais la France a une voix au Conseil de sécurité, c'est peut-être ça qui compte. Mais au fond, est-ce que ça compte pour les Chinois ? Il y a une puissance, il y a une importance symbolique, hein, puisque, encore une fois, quand M. Macron, qui a quand même une image assez positive au sein de la population, dit du bien de la Chine, c'est un énorme gain sur le plan symbolique pour le régime. Et on en parle, les illustrations de la semaine des dessinateurs de presse avec vous, Laure Simoes. Oui, il y a la jeunesse de Macron au pays du dragon inspire les dessinateurs de presse. Il a tout d'un parfait Tintin, en fait. On le voit dans ce dessin de Patrick Chapat, dessinateur suisse pour Le Temps. On disait que la Chine s'en fichait un petit peu de la France, mais on voit un Xi Jinping qui se lève même pas à l'arrivée de ce Tintin. Le jeune Tintin est de retour, bon, sans plus, quoi. Cet autre dessin, parce qu'effectivement, il a été question d'économie, de diplomatie, mais il a aussi été question de climat, puisque le président Macron a souhaité relancer la lutte climatique. Et donc là, on a ce dessin très drôle de Faro pour Réseau Hebdo. Macron en visite en Chine. Ça alors, comment vous avez réussi ce truc-là? On voit que les fumées dessinent une magnifique bienvenue. Il faut quand même rappeler que la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde et que, évidemment, ils ont intérêt à ne pas se sortir de l'accord de Paris, contrairement aux États-Unis. Cet autre dessin aussi très hergien de Herman, dessinateur suisse, Macron en Chine pour un co-leadership écologique. Donc là, on a un petit proverbe de sagesse chinoise. Quand le sage montre la planète, dit Macron, Xi Jinping rétorque, l'imbécile envoie ses tweets. Tout le monde aura compris donc de qui il s'agit. Et puis on en parlait évidemment tout à l'heure, les droits de l'homme, dessin de Plantu pour Le Monde, Macron en Chine, droits de l'homme. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de contrats. On parlait des Airbus, de Areva, etc. Mais les droits de l'homme ont été, comme on le disait tout à l'heure, passés sous silence, ce qui n'a pas manqué de fâcher certains. Ai Weiwei, ça n'a pas manqué
de réagir. Et puis on a aussi ce dessin très drôle de Steph, dessinateur thaïlandais pour The Nation. Ben voilà, beaucoup d'accords commerciaux. Hein. On voit Macron qui toque à la muraille de Chine avec le fameux cheval cadeau. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce cheval ? Non. Ça vaut le coup quand même de le dire. Vésuve de Bréca. Tout un programme, et puis les Airbus donc qui sont derrière. Et pour finir, un petit dessin de Kroll, dessinateur belge, pour Le Soir. De retour au pays, on voit le couple Macron, parce que on l'a pas dit, mais Brigitte aussi a un énorme capital sympathie en Chine. Bon, ben on a donné un canasson, on a vendu une usine à 10 milliards d'euros, 184 Airbus. On va y retourner tous les ans. C'est effectivement la résolution qui a été prise aujourd'hui. Merci beaucoup Laure. Voilà, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie d'Une semaine dans le monde.